Ok, alors donc c'est reparti, hein. Je vous propose encore d'autres exercices. Euh, Peut-être comme exercice ici, on va découvrir ensemble l'interro de 2019, donc février 2019. Vous retrouverez les énoncés, comme je vous disais tout à l'heure, vous retrouverez les énoncés dans tous les documents disponibles. Je vais vous faire un petit résumé avec les questions des interros qui ont été posées les dernières années, pour que vous puissiez vous préparer. Alors donc cette fois-ci, on nous parle d'une structure qui est composée d'une colonne comprimée, qui est stabilisée à l'aide d'un dispositif mécanique rotulé, qui est composé de poutres et dont la raideur est supposée infiniment rigide, raideur en flexion, hein, bien sûr. Donc on a une colonne comme ceci, dont la hauteur vaut L et dont la raideur en flexion vaut EI. Elle est comprimée par une charge qui vaut lambda P. Et alors, cette colonne EI égale à infini des deux côtés. Donc elle est stabilisée à l'aide d'un mécanisme comme celui-ci, qui est un mécanisme qui ne fléchit pas, qui est supposé donc très très raide. Là on a une distance L', encore une autre distance L'. Ici on a un point fixe. Et à l'extrémité de la distance L', on a un ressort avec une raideur petit k pour Audrey égale bêta EI sur L cube. Et bêta est un paramètre qui est positif, évidemment, non nul. Et donc je suppose qu'en gros, on vous demande de déterminer les valeurs des deux premiers multiplicateurs critiques de cette structure, en utilisant un modèle à 2 degrés de liberté et l'approche de Ritz-Galerkin. Ok, bon, c'est évident. Ça va être du Ritz-Galerkin. Expliquer ensuite, sans le calculer, à quoi correspondent les vecteurs propres associés à ces valeurs propres. Je suppose que c'est un peu trop compliqué de les calculer, donc on vous demande simplement d'expliquer avec des mots. Ça, c'est quasiment une question de théorie, hein, donc si la question revient, n'hésitez pas. C'est vraiment une réponse qui est systématique, surtout si on ne vous demande pas de calculer. Donc 1, je vais résumer l'énoncé ici. Lambda critique 1, lambda critique 2. 2, phi critique. Expliquer à quoi il correspond, on en parlera au moment voulu. Esquisser la courbe du lambda critique minimum en fonction de bêta. Esquisser, hein. Donc de nouveau, on ne demande pas de la calculer précisément. Et analyser les deux cas limites quand bêta tend vers 0, ou en tout cas les discuter, et quand bêta tend vers l'infini. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bon. La structure qu'on a là-bas, les deux poutres ici, on va ajouter E1 égale à infini. Donc ça veut dire que, étant donné qu'on a un point fixe là-bas, tous les points qui sont reliés à ce point fixe ne se déplacent pas dans la direction qui les relie au point fixe. Donc c'est-à-dire que ce point-là ne se déplace pas horizontalement, ni lui, ni lui. Donc c'est exactement finalement comme si on avait un appui à rouleau là-bas. Ok, c'est exactement la même chose. Et donc qu'est-ce qu'on reconnaît ? Toujours, hein, souvenez-vous, le background, se raccorder à des choses qu'on connaît. On devrait, en tout cas, dans un certain cas limite, pouvoir retrouver ceci. Et ça, c'est vrai si quoi ? Mais c'est vrai si on n'a pas de raideur dans le système qui vient le stabiliser. Ok. Et j'ai envie de dire que ceci bêta tend vers 0. En effet, regardez, qu'est-ce qui se passe ? Si on a une déformée qui fait ça, sur la colonne, ici ça doit rester rectiligne, hein, puisque EI est égal à infini. Donc là on a une rotule, on peut éventuellement avoir une rupture de pente, on doit passer par l'autre point fixe qui est un point fixe là-bas, et là on a un raccourcissement, et le ressort s'écrase. Donc le ressort qui se trouve à l'extrémité de droite en s'écrasant, c'est un peu un mécanisme, hein, tout ce qui est là à droite. Ok, donc ceux parmi vous qui ont joué avec des Lego mécano quand ils étaient petits s'y retrouvent.
Donc c'est un mécanisme, et on voit que quand le ressort s'écrase à droite, mais il apporte une certaine raideur. C'est-à-dire que pour faire tourner le nœud ici d'une certaine quantité, donc disons d'une rotation unitaire, si je voulais calculer le moment nécessaire pour imposer une rotation unitaire, souvenez-vous dans la méthode de déplacement, bien je devrais imposer un moment dont l'amplitude ou dont l'intensité ne dépend que de la raideur à l'autre extrémité tout au bout, sur base des géométries et des bras de levier qu'on a là-bas. Okay, et donc si on n'a pas de raideur à l'extrémité droite, si bêta est égal à 0, on devrait récupérer une solution qui nous est bien connue, et qui est la solution lambda p égale pi carré ei sur la longueur de cette colonne au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que plus bêta va augmenter, plus le point qui se trouve à l'extrémité de droite ici aura difficile de monter et de descendre. Mais si la raideur tend vers l'infini, donc si k est grand, mais je vais mettre ici bêta en fait, très grand. Si bêta est grand par rapport à 1, le point n'aura pas de tendance à se déplacer verticalement. Étant donné qu'il est relié à un point fixe ici, ça va rester rectiligne. Puisque la barre a une inertie infinie en flexion, ça va rester rectiligne. On aura un point ici qui ne se déplace pas verticalement. Celui-là non plus, parce qu'on néglige l'extensibilité axiale de la colonne. Et donc, ce point-là va rester fixe. Et au bout du compte, on va se rendre compte que dans l'autre cas limite, si bêta est égal à l'infini, on va récupérer une solution qui va plutôt ressembler à ceci. Comme ça. Voilà. Avec un encastrement. Je dessine un encastrement à rouleau, tiens, pour changer. Ok, donc ici, ça ne tournera pas, et la seule possibilité, c'est que ça descende. Et donc on va se retrouver avec une forme d'instabilité qui ressemble à ceci, avec une longueur de flambant qui vaut 0,7 fois L. Et donc une charge critique, on peut faire ça un petit peu plus grand, voilà, je suis désolé, lambda p égale pi carré ei sur 0,7 L au carré. Ok, c'est ce à quoi on s'attend. Alors bon, on voudrait trouver une solution qui nous permet de capturer ces deux cas limites. On a déjà exploré beaucoup de choses, on a fait des cubiques. Je vous montrerai la réponse avec des cubiques peut-être plus tard, mais ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer peut-être de faire autre chose et de dire qu'on a une somme de deux sinus, par exemple. Ok, et vous verrez un petit peu comment tout ça peut changer. Des cubiques, on les a déjà faites. Donc si on utilise des cubiques, évidemment, vous pouvez le faire, bien sûr. Vous allez dire que sur la partie verticale, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Je peux pousser l'idée un tout petit peu plus loin, mais je ne vais pas la développer jusqu'au bout. Il nous faudra deux conditions limites, mais que v de 0 égale 0. Il nous faudra une condition limite que v de L est égal à 0. Et donc il va rester seulement deux paramètres. Et on utilisera la rotation à l'extrémité supérieure pour paramétrer tout ce qui se passe au niveau de la traverse et calculer l'allongement du ressort. Ok, donc ça, je la laisse entre parenthèses. C'est des choses qu'on a déjà faites, donc je voulais vous montrer une autre approche ici. Je comparerai peut-être les deux résultats à l'arrivée. Donc si à la place, je décide de prendre par exemple une configuration comme ceci, A sinus de pi x sur L plus B fois le sinus de 2 pi x sur L, de manière virtuellement à pouvoir créer un point d'inflexion ici, à un moment entravé en tout cas, à un moment ou l'autre. La différence, c'est qu'avec la somme de deux sinus, on aura du mal à avoir quelque chose qui est parfaitement comme ça. Donc en fait, on risque de mordre un petit peu de l'autre côté. Mais bon, voilà, après, c'est le problème de la cinématique qui n'est pas parfaite et qu'on essaie d'approcher. Voilà.
Et donc c'est ce que je voulais utiliser comme condition. Et pourquoi est-ce que celle-là, elle est sympa? Parce que d'emblée, v de 0 égale 0 et v de L égale 0. Donc on peut garder ces deux paramètres. En fait, A et B, ils sont déjà là naturellement. Alors v' de x, ça va nous donner pi sur L fois 1 cos. Ok, je dérive une fois, pi x sur L plus 2b cos de 2 pi x sur L. Et v seconde de x, on dérive encore une fois, moins pi carré sur L carré, a sinus, plus 4b sinus. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut calculer v' tout en haut, hein, on va en avoir besoin, v' de L. Alors, on va récupérer le pi sur L fois 1 fois, alors, quand v est égal à L, on a le cos de pi, ça fait moins 1, plus 2b, fois le cos de 2pi, ça fait plus 1. Ok, donc là, on a la rotation à l'extrémité supérieure. Et alors, si je reprends la structure qui nous intéresse, copier, coller. Voilà. On va un petit peu nettoyer tout ça. Ok. Nous, ce qu'il va nous falloir, c'est éventuellement le déplacement vertical ici, delta. Et en fait, ce déplacement-là, c'est le même que celui-ci, hein, puisque on a le même bras de levier de part et d'autre. Donc, cette longueur-là étant égale à celle-là, les deux angles ici étant les mêmes, on a le même delta de chaque côté. Et vu que ces deux longueurs sont aussi égales à cette longueur-là, l'angle dont on parle est le même que celui-là. Et combien vaut-il? Il vaut 2b moins 1 fois pi sur L. D'accord? Donc delta, ce déplacement vertical-là, mais il vaut l'angle multiplié par, je ne l'ai pas dit ici, mais on a L demi et L demi. Donc delta, donc je fais v' en L multiplié par L demi, donc ça va nous faire pi demi fois 2b plus 1. Ok, donc ça c'est le déplacement vertical. Le déplacement vertical au niveau du ressort. On va en avoir besoin, bien sûr, pour calculer l'énergie interne de déformation. Ok, si on a ça, en fait, on est prêt pour attaquer tout ça. Et donc, si on commence ici, U, l'énergie interne de déformation, on en a une partie, c'est la déformation sur la colonne. Donc on a 1,5 l'intégrale de 0 à la hauteur complète, donc qu'on a noté L, comme ceci, de la dérivée seconde au carré. Je vais toujours noter dérivée seconde au carré, hein, comme ça on suit ce qu'on fait, dx, plus, il y a un travail dans un ressort, donc 1,5 petit k fois le delta au carré, c'est-à-dire pi sur 2, fois 2b plus 1 au carré. Ok, alors il faut développer. U égale EI sur 2. Alors, multiplié par, on peut essayer de le faire peut-être de tête, hein, regardez. Donc on a pi carré sur L carré qui va sortir. On commence à avoir l'habitude, hein, ça doit être plus ou moins la même chose partout. Donc ça nous fait un pi 4 sur L4. La parenthèse, on l'élève au carré. Et donc, on va avoir 1 carré fois l'intégrale de sinus carré de pi x sur L. Mais ça nous fait le L demi. Plus 4 fois 4, ça fait 16 b carré. L'intégrale du sinus carré de 2 pi x sur L, ça nous fait aussi L demi. Et alors on va avoir un terme en AB. Mais ce terme en AB, on doit multiplier par
l'intégrale du sinus de pi x sur L fois le sinus de 2 pi x sur L. C'est le double produit ici. Et ça vaut 0. Ok, qu'on faire notre formulaire. Donc, ça clôt la parenthèse, plus 1 demi k fois pi carré sur 4 fois 1 carré plus 4ab plus 4b carré. Ok, alors on va essayer de regrouper tout ça ensemble. On va introduire le paramètre bêta, comme ça on va faire apparaître directement les EI. Hein. Donc bêta c'est 15, c'est bêta fois EI sur L cube. Je vais recopier ici. Bêta fois EI sur L cube. Donc c'est 1 demi. EI sur L cube. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? Je vais mettre en évidence un pi carré sur 4. Pi carré sur 4. Et je vais regrouper ensemble tous les termes en a carré. Donc il va me rester un 2 pi carré. Plus un bêta qui vient de droite. Ensuite, je me prends le terme en AB. Je me suis trompé, j'ai fait une petite faute de recopiage entre les deux. Bien sûr, c'était 2b moins 1. Ici, on doit avoir un double produit négatif. Je m'attendais à ça. 2b moins 1. Je suppose que vous l'aviez vu. Hein. Je corrige, je fais un peu back. Correction. Donc, le 4ab qui se trouve là-bas nous fait... En fait, j'ai sorti exactement le pi carré sur 4 pour garder celui-là. Donc, c'est 4 bêta fois AB. Et ensuite, il va me rester les termes en b carré. J'ai 4 fois 8, je dois avoir 32 pi carré. Et un bêta, tout simplement, qui vient de droite. Voilà. Petit check pour vérifier qu'on est bon. Ok. Alors, donc ça c'est pour U. On peut ensuite calculer le travail des forces extérieures, ou moins le potentiel dont dérivent les forces extérieures. Qu'est-ce qu'on a? On a juste une sollicitation lambda P qui est ici. Donc là, celui-là, on le connaît déjà plus ou moins bien. Donc c'est lambda P sur 2, l'intégrale de 0 à L de V' au carré de x dx. C'est là qu'on perçoit bien l'avantage des sinus. C'est que on a quand même malgré tout une solution qui est assez nette. Hein. V' au carré, si je reviens sur V', je peux faire sortir un pi sur L au carré, d'accord? Donc pi sur L au carré. Je vais avoir A, l'intégrale de A cos carré, donc ça va nous faire un A carré L demi. Et puis je vais avoir le 2B cosinus au carré, donc ça nous fait 4B carré, fois de nouveau un L demi. Ok, donc de ce côté-là, pas de grosse surprise. On pourrait peut-être juste le simplifier en disant que c'est donc 1 demi. Je le laisse toujours devant. Lambda P sur L fois pi carré. 1 carré sur 2 plus 2b carré. Alors, donc ceci nous permet d'écrire la matrice K0. On peut mettre le coefficient qui vient de devant en évidence. Donc j'enlève le 1 demi. EI sur L cube. Pi carré sur 4. Alors on a 2 pi carré plus bêta. Moins 2 bêta fois 2ab. Moins 2 bêta fois 2ab. Et plus 4 fois 8 pi carré plus bêta. Ok, donc je vous rappelle qu'on doit prendre les coefficients du 2ab
Or, j'ai oublié d'écrire b carré évidemment ici. Le coefficient du a carré et le coefficient du b carré. On va faire pareil pour le k sigma. K sigma égale donc le 1 demi, je laisse tomber. Lambda p sur L. Le lambda, je vais le faire tomber aussi, puisque généralement, donc, le K sigma, c'est pour un lambda unitaire, fois pi carré. Et alors là, on va avoir une matrice diagonale, comme ceci. Alors, on doit résoudre ensuite K0 moins lambda K sigma égale 0. Je vais tout multiplier par L cube sur EI fois 4 sur pi carré. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 2 pi carré plus bêta, moins 2 bêta, moins 2 bêta, 4 fois 8 pi carré plus bêta. Et je dois retirer à ça lambda fois k sigma. Alors je vais définir un lambda bar avec la multiplication que je viens de faire, qui est égal à lambda fois p fois pi carré sur L fois L cube sur EI et fois 4 sur pi carré. Ok, donc ça simplifie, on a un 2, et là ça simplifie. Donc ça nous fait 4 lambda p L carré sur EI. Voilà. Et donc là je retire lambda bar sur 2, et là je retire 2 lambda bar. Et c'est bien, je retire des zéros partout ailleurs. Ok. Alors, donc ça va nous donner quoi? On doit écrire le polynôme caractéristique, ou bien le déterminant de cette matrice. Allez, je vous passe les détails. On va obtenir lambda p critique égale EI sur 2L carré fois bêta plus 5 pi carré plus ou moins racine carrée de bêta carré plus 9 pi exposant 4. Et voilà les deux racines. Lambda critique 1 et lambda critique 2. Ok, si on veut la plus petite des deux, ben évidemment c'est avec un moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les deux vecteurs propres correspondants, on les trouve comment? Ben, on remplace dans le système qu'on doit étudier, qui est celui-là, multiplié par phi, phi étant le vecteur des modes propres, phi égale 1, b. On remplace lambda par la valeur de lambda critique, et on calcule les valeurs des modes propres. Et les modes propres vont nous donner les deux composantes A et B, qui sont les composantes de la réponse dans le mode. Par exemple, on peut regarder peut-être un des cas limites. Cas limite bêta égale à 0, puisque celui-là on le comprend relativement bien, c'est celui-ci. Si bêta égale à 0, on devrait retrouver normalement que b est égal à 0. Ok, on peut vérifier ça. Si bêta est égal à 0, lambda critique, ce sera EI sur 2L carré, fois, alors, bêta vaut 0, donc c'est 5 pi carré, moins, bêta vaut 0, donc il va nous rester 3 pi carré, à la racine carrée de 9 pi 4. 5 moins 3, ça fait 2, 2 sur 2, ça fait 1, ça fait pi carré, EI, sur L carré. Ok, et donc effectivement, on récupère quelque chose qu'on connaît bien. Et donc, ça, c'est le lambda p critique. Donc, si on voulait calculer le lambda bar, je dois multiplier par L carré, diviser par EI, et donc il va nous rester 4
sur pi carré. Alors, non, c'est 4 fois pi carré. Ça me paraît bizarre d'avoir un divisé. Et c'est logique, hein, puisque si je reviens dans la définition, donc il faut que je fasse lambda p. Donc le pi carré vient au numérateur. Ouais. Donc c'est 4 pi carré. Donc maintenant je reviens dans l'expression de la matrice K0 moins lambda K sigma. Et donc c'est égal à quoi 2 pi carré. Ok, je reviens à l'expression qui est ici au-dessus, hein, à celle-là. Donc 2 pi carré plus 0 moins 2 pi carré, ça me fait 0. Puisque bêta est égal à 0. Là j'ai 0. Ici j'ai 0. Et ensuite j'ai 4 fois 8, donc ça me fait 32 pi carré moins 8. Ça en fait 24. Ok, donc on a quelque chose de non nul. 24 fois pi carré. Ça, c'est la matrice qu'on obtient. Et donc, si on veut calculer le mode propre, ben on va simplement faire ceci fois le mode 1b égale 0. Ça fois le mode 1b égale 0. La première ligne nous dit 0,1 plus 0b égale 0. Ok, ça nous arrange pas des masses. Enfin, en même temps, c'est logique, hein, la matrice elle est singulière, on a calculé lambda pour qu'elle soit singulière. La deuxième ligne nous dit 0,1 plus 24 pi carré b égale 0, donc b égale 0. Et le 1, on peut le choisir comme on veut, parce que c'est un mode propre, et on décide de le normaliser à un maximum unitaire. Et donc en fait, on voit bien que si bêta égale à 0, mais la forme du mode, donc la forme du mode est un sinus. Forme du mode égale sinus. Voilà, alors on pourrait éventuellement essayer de faire tendre le bêta vers l'infini pour voir ce que ça donne. On aurait une forme assurément plus compliquée. Entre-temps, ce qu'on préfère, c'est calculer la limite quand bêta, si bêta tend vers l'infini. On pourrait calculer la limite quand bêta tend vers l'infini du lambda critique, par exemple. Donc c'est le lambda p critique qui est là au-dessus, dans l'écran pour le moment. Lambda p critique. Donc on devrait s'attendre à retrouver un truc qui ressemble à un encastré rotulé. Alors on a bêta moins la racine carrée de bêta carré plus 9 pi 4. Vous vous souvenez que ça dépend du coefficient du bêta carré. Ici, on n'a pas de bêta carré. Je crois que je vous ai fait déjà la démonstration il y a une petite semaine. Et donc, en fait, le bêta moins la racine carrée de tout ceci, quand bêta tend vers l'infini, ça vaut 0. Vous pouvez le calculer avec votre calculatrice, ça aussi, je peux me formaliser. Donc, en fait, quand on a la limite vers l'infini, on va récupérer 5 pi carré sur 2 fois EI sur L carré. Et ça, on peut le remettre autrement. En fait, ça fait pi carré EI sur 0,63,L 0,63 fois L au carré. Et donc, vous voyez que on a une valeur qui est une valeur supérieure à pi carré EI sur 0,7 L au carré, qui est la valeur exacte qu'on aurait attendue. Ok, mais bon, c'est logique. On utilisait une méthode de Galerkin, au Ritz-Galerkin, et on a une approximation par excès de la racine. Ok, alors pour calculer maintenant le mode propre, bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut remplacer ça dans la matrice qu'on avait là au-dessus. Dire que bêta est très très grand, donc ça veut dire qu'on va garder uniquement ces termes-là. En fait, on pourrait peut-être juste le faire par rapport aux autres. Si bêta tend vers l'infini, il n'y a que ces termes-là qui dominent. Et donc, on va avoir bêta multiplié par, alors, 1 moins quelque chose, mais qui ne dépend pas de bêta. D'accord ? Donc, en fait, le lambda bar sur 2 disparaît. Moins 2.
Et sur la deuxième ligne, on va avoir moins 2 et puis plus 4 bêta. Voilà. Tout ça fois 1b doit être égal à 0. Alors vous voyez que la matrice, elle est bel et bien singulière dans le cas limite, hein, puisqu'on obtient la deuxième ligne de la matrice en faisant la première ligne fois moins 2. Si je fais fois moins 2, j'ai moins 2. Si je fais fois moins 2, j'ai 4. Ok, donc la matrice, elle est bel et bien singulière. La deuxième ligne ne peut pas nous aider pour résoudre le problème, donc on peut juste écrire la première. Et la première, elle nous dit que 1 moins 2b égale 0, donc 1 est égal à 2b. Et donc, on pourrait par exemple choisir une des deux valeurs. On pourrait choisir 1 pour b et 2 pour 1. Ok, et alors si on trace cette courbe-là, je ne l'ai pas fait, vous pouvez la tracer dans Excel ou dans MATLAB, peu importe. Ok, donc on a dit que ça tassait comme ceci dans ce deuxième cas limite. Et si on trace la courbe qu'on va avoir, on devrait arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Ok, et qui est le mode critique associé à une instabilité d'une colonne qui est encastrée d'un côté et rotulée de l'autre. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on vous demandait, je pense, pour l'interro. Alors, ce qu'on peut faire, on vous demandait aussi d'esquisser donc les lambdas en fonction de bêta. Je vais représenter le dessin ici. Là, on a 10, 20 et 30. Ici, on va mettre lambda p critique, L carré sur i. Ici, on va mettre le coefficient de raideur bêta. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On part de à peu près pi carré de i sur L carré. Ici, donc environ 10. Et nous, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé une valeur qui valait à peu près 5 pi carré sur 2. Ça fait à peu près 25, hein, puisque pi carré c'est 10, donc 5 pi carré sur 2, ça fait environ 25. Et donc on va avoir une courbe qui fait ceci. Voilà. Calculer avec des sinus. Si j'avais pris la solution exacte, je vous montrerai un peu plus tard comment on fait pour obtenir la solution exacte. Évidemment, il faut... Enfin, exacte, ou la meilleure approximation qu'on puisse obtenir d'une solution exacte. Il faut utiliser une méthode par élément fini et discrétisée avec beaucoup plus d'éléments. On ne sait pas le faire à la main, évidemment. Je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard dans BIM comment on peut faire pour faire ce genre de calcul. Et donc, si on avait la solution de référence, en fait, elle ferait ça. Donc, on voit qu'on est bon ici. Mais oui, c'est logique, puisque le sinus, c'est la bonne solution, donc on n'a pas surestimé de trop. Par contre, on aurait surestimé significativement si le bêta était important. Là, on se trouve aux alentours de 20 au lieu de 25, donc il y a à peu près une différence de 25%. Ok, évidemment c'est significatif. Hein. Quand on calcule, on essaie de ne pas passer à des surestimations comme celle-là, parce que ça coûte sinon un petit peu. Et alors, j'ai une troisième courbe à vous représenter aussi. On n'a pas fait le détail ensemble, mais on aurait pu le faire. Si on avait pris une cubique, vous vous souvenez, on a 12 quand on part avec une cubique. Et là, c'est encore pire parce qu'on arrive à quasiment 30. On arrive à quasiment 30 et on a une courbe qui fait ceci. Voilà. Et donc ça, c'est calculé avec des cubiques. Voilà. Donc en fait, vous voyez qu'on ne fait pas du mauvais boulot avec des sinus, à condition d'additionner deux sinus avec des longueurs d'onde qui sont fixées, ne pas s'amuser à essayer d'ajuster la longueur d'onde du sinus.
Ok, ben voilà, j'espère que c'était plus ou moins clair. J'espère que vous pouvez cadrer maintenant plus ou moins le type de difficulté qu'on a dans les exercices qu'on vous propose aux interros. Vous voyez qu'en soi, c'est pas très très long. J'avais laissé ici 1 heure et demie ou 2 heures, je sais plus pour faire l'interro. Donc je pense que ça suffit largement.